Ibrahim Traoré, chef de l'État, faisait une visite surprise dans un quartier populaire du centre-ville, loin des caméras. Il avait laissé derrière lui les protocoles, les conseillers, les micros. Ce matin-là, il voulait marcher parmi son peuple, sentir la poussière sous ses semelles, entendre les bruits bruts de la vie quotidienne. 4 gardes, habillés en civil, le suivaient à distance, leurs yeux scrutant chaque coin de rue. Le quartier vibrait sous le soleil brûlant, des femmes vendaient des beignets fumants, des enfants couraient vers l'école, sacs usés sur le dos, et des commerçants alignaient tomates et mangues sur des étals bancals. Les murs en banco, fissurés par le temps, portaient l'histoire d'un peuple résilient, digne malgré la fatigue. Traoré avançait, saluant d'un signe de tête les anciens sur leurs bancs, offrant un sourire aux enfants. Il ne parlait pas beaucoup. Il observait, écoutait, cherchait la vérité du pays, loin des rapports filtrés du palais. Mais il ne savait pas encore que ce jour-là, un enfant allait le confronter à une vérité plus grande que lui. Dans une ruelle étroite, bordée de maisons en banco délavés, il aperçut une silhouette accroupie. Un garçon, seul, immobile, comme figé dans la poussière rouge. Il portait un t-shirt beige trop grand, orné d'un dessin vert de l'Afrique, un peu effacé mais vibrant sous la lumière. Ses pieds nus traçaient des lignes dans le sol. Ses yeux, sombres et profonds, fixaient Traoré avec une intensité rare pour un enfant. Pas de sourire, pas de jeu, juste une attente silencieuse. Un garde s'avança, prêt à intervenir, mais Traoré leva la main. « Laisse-le. » Le garçon, sans trembler, s'approcha lentement. Il tenait une feuille de papier pliée, froissée, comme portée pendant des jours. Traoré s'abaissa, ses yeux au niveau de ceux de l'enfant. « Tu t'appelles comment » demanda-t-il, sa voix calme mais chaude. « Ismaël » répondit le garçon, le regard ferme. « Tu veux me dire quelque chose » Ismaël fit non de la tête et tendit la feuille. « C'est pour vous. » Traoré prit le papier, sentant sa texture rugueuse. Il voulut le ranger, mais les yeux d'Ismaël, pleins d'une urgence muette, le retinrent. « Lisez maintenant » semblait-il dire. Il déplia la feuille. L'écriture était maladroite, l'encre bleue irrégulière, des mots raturés trahissant l'effort d'un enfant pour trouver les bons mots. Mais le message était clair, brut, déchirant. « Monsieur Ibrahim Traoré, je m'appelle Ismaël Ouedraogo. J'ai 10 ans. J'habite derrière le mur cassé, dans la maison avec la porte en tôle qui grince. Vous êtes passé devant, peut-être. Mon papa, Abdoul Ouedraogo, est mort il y a 3 mois. Il conduisait un camion pour les soldats, dans le nord, pour apporter des vivres et des armes. Ils disent qu'il y a eu une embuscade. On n'a jamais revu son corps. Maman dit qu'il est un martyr, mais je ne comprends pas ce mot. Est-ce que ça veut dire qu'il est mort pour rien? Ou pour quelque chose d'important? Je veux savoir. Depuis qu'il est parti, tout est dur. On dort tous dans une seule pièce, maman, moi, mon petit frère Souleymane, 5 ans, et ma grande sœur Aïcha, 14 ans. On n'a plus d'électricité, parce qu'on ne peut pas payer. Maman pleure la nuit, elle croit qu'on ne l'entend pas. Souleymane fait pipi au lit, il appelle papa dans ses rêves. Aïcha ne parle presque plus, elle fait juste la cuisine et lave le linge. Moi, je regarde le plafond, et j'attends. J'attends que quelqu'un me dise pourquoi papa est mort, pourquoi on l'oublie. À l'école, on nous dit que des héros comme lui vous ont aidé à être là, à protéger le pays. Mais pourquoi on ne parle jamais de lui? À la télé, ils montrent des soldats, des généraux, mais jamais papa. Pourquoi? Est-ce qu'il n'était pas assez important? Pourtant, il partait toujours tôt, il dormait parfois dans son camion pour ne pas être en retard. Il me racontait des histoires sur les étoiles, sur l'Afrique, sur la liberté. Il disait qu'un jour, je serais fier de lui. Mais comment être fier si personne ne se souvient? J'ai dessiné l'Afrique sur mon t-shirt, comme lui le faisait sur ses carnets. Il disait qu'il se battait pour elle, pour qu'on ait un avenir. Mais l'Afrique, est-ce qu'elle sait qu'il existait? Est-ce qu'elle sait qu'il chantait pour nous endormir? Qu'il réparait les vélos des voisins sans rien demander? Qu'il donnait son pain à Souleymane quand il avait faim? Je vous écris parce que vous êtes le chef. Vous devez avoir des réponses. Est-ce que papa est mort pour quelque chose de vrai? Est-ce qu'on va graver son nom quelque part? Est-ce que je pourrais dire à Souleymane qui était papa, quand il me posera la question? Parce qu'il commence à oublier son visage, et moi, je ne veux pas. Je ne veux pas d'argent, ni de cadeaux. Je veux juste la vérité. Si vous lisez ma lettre, même un petit mot pour me répondre, ça me donnera du courage.
Même si je suis petit. Merci. Ismaël Ouedraogo. PS, si vous venez chez nous, maman fait du thau avec une sauce arachide que tout le monde aime. Vous pouvez goûter, si vous voulez. Traoré relut la lettre, 3 fois, chaque mot comme un coup dans la poitrine. Les bruits du quartier et les cris des marchands, le rire des enfants s'étaient tus dans son esprit. La lettre, avec son écriture tremblante, portait une vérité si pure qu'elle le désarmait. Il sentit une boule dans sa gorge, une chaleur dans ses yeux. Une larme coula, qu'il ne chercha pas à cacher. Ismaël, toujours devant lui, vit la larme, mais ne dit rien. Son regard restait fixe, patient, comme s'il savait que sa voix avait été entendue. Traoré posa une main sur l'épaule du garçon, sa voix tremblante mais ferme. « Ismaël, ton papa est un héros. Pas seulement pour toi, pour nous tous. Je te promets qu'on ne l'oubliera pas. » Il se redressa, regarda autour de lui. La foule s'était rapprochée, silencieuse, sentant l'importance du moment. Il se tourna vers un garde. « Notez ce nom, Abdoul Ouedraogo. Qu'il soit gravé sur le monument des disparus. Qu'on donne à cette famille ce qu'elle mérite, une pension, de l'électricité, un avenir pour ses enfants. » Tout de suite, le garde acquiesça, stylo en main, notant avec une gravité inhabituelle. Traoré se tourna à nouveau vers Ismaël. « Tu veux me présenter ta maman ?» Ismaël hocha la tête. Ils marchèrent ensemble, main dans la main, jusqu'à une maison modeste, sa porte en tôle grinçant sous la brise. Une femme frêle, en boubou bleu, sortit, les yeux rougis. En voyant Traoré, elle tomba à genoux. « Relevez-vous, Madame Ouedraogo, dit-il, la voix douce. C'est moi qui vous dois des excuses. » Elle pleura, un sanglot profond, et Traoré la releva, lui promettant que le sacrifice de son mari ne serait pas oublié. Il resta un moment, goûtant le thau et la sauce arachide, assis sur un tabouret bancal, écoutant les souvenirs de la famille. Ismaël, à côté, observait, ses yeux brillants d'une fierté nouvelle. L'histoire d'Ismaël se répandit rapidement. Les radios locales en firent leur gros titre, les griots intégrèrent le nom d'Abdoul Ouedraogo dans leur chant. Sur les réseaux sociaux, la vérité d'Ismaël devint un cri de ralliement pour la jeunesse. Une semaine plus tard, l'école Ismaël et Abdoul Ouedraogo ouvrit ses portes, un bâtiment simple mais solide, où les enfants du quartier pouvaient apprendre sous des lampes neuves. Lors de l'inauguration, Ismaël, en t-shirt propre, toujours avec son dessin de l'Afrique, ne souriait pas beaucoup, mais ses yeux brillaient différemment. Traoré, présent, posa une main sur son épaule. « Continue d'écrire, Ismaël. Ta voix compte. »« Je voulais juste la vérité, » répondit le garçon. Mais la lumière attire les ombres. L'action de Traoré dérangeait les puissants. Souleymane Diallo, un ancien officier évincé pour corruption, fomentait un complot. Dans des réunions secrètes, il planifiait de discréditer Traoré avec des documents falsifiés et une fausse révolte populaire. Il croyait le peuple manipulable, mais il sous-estimait ce que Traoré avait touché. Aïssata Koné, employée de ménage dans un hôtel, entendit par hasard les plans de Diallo. Invisible aux yeux des comploteurs, elle mémorisa chaque mot. Le lendemain, elle se présenta au palais, tremblante mais déterminée. « Je ne suis personne, dit-elle à Traoré. Mais ils veulent vous détruire. » Je ne pouvais pas me taire. Traoré l'écouta, posa une main sur son épaule. « Vous êtes le cœur de ce pays, Aïssata. » Grâce à elle, le complot fut déjoué. Diallo et ses complices furent arrêtés, leurs plans exposés. Traoré, dans une allocution, rendit hommage à une femme courageuse de l'ombre, sans la nommer. Dans les mois qui suivirent, Traoré lança des écoles, des programmes pour les femmes, une commission pour honorer les disparus. Il retourna voir Ismaël, qui écrivait désormais des histoires sur son père, sa mère, son quartier. Dans le bureau de Traoré, la lettre d'Ismaël et une note d'Aïssata trônaient sur une étagère, rappellent que les petites voix portent les grandes vérités.